Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo et celle qui va suivre, je vais exposer une petite introduction sur le chapitre 1 du cours d'Algèbre 2, qui porte bien sûr sur la notion d'espace vectoriel. Et on va faire le lien entre ce que vous avez vu au lycée sur le plan et l'espace vectoriel, le mustawa al-muttajihi ou le fada al-muttajihi, et la notion générale d'espace vectoriel qu'on va étudier ensemble durant ce semestre, Inch'Allah. Bon, allons-y. Bon, au lycée, vous avez utilisé largement les vecteurs en mathématiques et en physique, qui sont traditionnellement notés par les lettres U, V, W, A, B, C, D, M, N et ainsi de suite, surmontées d'une petite flèche au-dessus. Ok? Bien sûr, ceci dans le plan et dans l'espace à 3 dimensions. Vous avez toujours représenté un vecteur par une flèche, comme celle-là. Vecteur U, c'est le vecteur AB. U égale AB. A, c'est l'origine du vecteur, et B, c'est l'extrémité du vecteur. Le vecteur AB, au lycée, la définition qu'on vous a donnée, le vecteur AB, le vecteur U, est la suivante. Il est défini par sa direction, l'itijah. Sa direction, c'est la droite AB, c'est-à-dire c'est la droite qui passe par A et B, ou toute droite qui est parallèle à AB. Là, on dit que le vecteur est porté par la droite AB. Son sens, le manha, de A vers B. Okay? Sa norme, le mandam, ou longueur si vous voulez, la norme de U, c'est la norme de AB, c'est la distance AB, c'est la distance entre le sommet et l'origine et l'extrémité. Ça, c'est la définition d'un vecteur. Bon, grâce à cette définition, on peut translater le vecteur E là où on veut dans le plan, dans l'espace. Bien sûr, à condition de garder la direction. Il ne faut pas perdre la direction. Il faut toujours que le vecteur soit parallèle à la droite AB, à sa direction. Bon, vous avez aussi vu qu'un vecteur peut servir, surtout en physique, à représenter une force, un champ électrique, une vitesse, le vecteur vitesse, une accélération, un champ magnétique. Vous l'avez vu aussi, je crois, au semestre 1 en physique, ici à la FSSM en physique. On va voir dans le cours d'algèbre 2 qu'un vecteur est plutôt une notion algébrique. Ce n'est pas seulement un dessin, une flèche. Ça, c'est juste une représentation d'un vrai vecteur dans des cas vraiment très particuliers, en dimension 2 et en dimension 3. Et la notion de vecteur est beaucoup plus générale. C'est une notion algébrique. C'est-à-dire, c'est une notion qu'on peut obtenir par les calculs. C'est une notion sur laquelle on peut effectuer des calculs, et ainsi de suite. On verra aussi qu'un vecteur peut être une fonction, une suite, un polynôme, une matrice, un élément de Rn ou un élément de Cn et autre chose. C'est une notion beaucoup plus générale, ce que vous avez vu au lycée. Les calculs que vous avez effectués au lycée sur les vecteurs utilisaient deux opérations algébriques. Il y a une somme et une multiplication. Ce n'est pas une vraie multiplication. Okay. Commençons par la somme. La somme de deux vecteurs. Vous avez le vecteur U et le vecteur V. Le vecteur U, c'est le vecteur AB. Et le vecteur V, c'est le vecteur AC. Bon, vous savez qu'on peut toujours translater l'un des deux vecteurs
hein, de telle manière que les deux vecteurs aient la même origine A. Donc, pour tracer la somme U plus V, on trace ce parallélogramme A, B, D, C. Un parallélogramme. Mutawazi, l'adla. Et la somme, c'est diagonale. De A vers D, bien sûr. Okay? La somme U plus V. C'est ce que vous avez utilisé au lycée. Okay? C'est une loi de composition interne, LCI. Bon, pourquoi une loi de composition interne ici? Parce que ça nous permet de composer deux objets qui sont de même nature. U et V, ce sont deux vecteurs dans le plan ou dans l'espace dimension 3. Okay? De même nature, deux vecteurs. Et on obtient, le résultat, c'est un vecteur de même nature. Les trois vecteurs sont de même nature. Les vecteurs qu'on compose, U et V, et le résultat obtenu, c'est-à-dire la somme. C'est pour ça qu'on l'appelle une loi de composition interne. قانون تركيب داخلي. Okay? Produit par un nombre réel. Donc, soit alpha appartient à R, et soit U un vecteur non nul. Le voilà sur le schéma. Hein? Vous avez deux schémas ici, le vecteur U, le voilà ici, et le voilà ici. C'est le vecteur AB. Okay? Bon, dans le premier cas, on prend alpha strictement positif. Alpha point U, qu'on appelle le produit d'un vecteur par le nombre réel alpha, du vecteur U par le nombre réel alpha, c'est le vecteur AC. Bon, il est défini de la manière suivante. Il a la même direction que U. Le vecteur alpha U et U ont la même direction. C'est la droite AB. Okay? Ils ont le même sens ici, parce que alpha est strictement positif. Et la norme de alpha U, c'est-à-dire de ce vecteur-là, la norme de alpha U, c'est la valeur absolue de alpha multipliée par la norme de U. Ça, c'est ça la définition de vecteur alpha U dans le cas où alpha est strictement positif. Bon, dans le cas où alpha est strictement négatif, on a la même définition, sauf qu'ici, on a U et alpha U ont des sens opposés, tout simplement. Lorsque alpha est négatif, strictement négatif, U et alpha U ont la même direction, ont des sens opposés, et la norme de alpha U, c'est valeur absolue de alpha fois la norme de U. Donc, grâce à ça, on peut multiplier un vecteur par un nombre réel. Donc, on a le vecteur 2U, 2 fois U, 3U, 3 demi-U, 0,5 U, okay? Et ainsi de suite. Donc, par définition, 0.U, le vecteur U, c'est le vecteur nul. Le vecteur nul, c'est le vecteur AA, d'origine A et d'extrémité A. Okay? Donc ça, c'est par définition. 0 point, le vecteur U, c'est le vecteur, ce qu'on appelle le vecteur nul. Cette multiplication, ce n'est pas une vraie multiplication, on l'appelle multiplication juste par abus de langage. Donc cette multiplication n'est pas une loi de composition interne. Bon, pourquoi ce n'est pas une loi de composition interne? Parce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on compose ici? On compose un nombre réel et un vecteur, qui ne sont pas de même nature. Et on obtient bien sûr un vecteur. Donc on compose un nombre réel et un vecteur, okay, qui ne sont pas de même nature. C'est pour ça qu'on l'appelle loi de composition externe. قانون تركيب خارجي. C'est une loi de composition externe, LCE. Vous avez vu aussi que les calculs que vous avez effectués au lycée utilisaient les propriétés suivantes. Ce sont des propriétés que vous avez utilisées des dizaines de fois. Le vecteur U plus le vecteur V, c'est le vecteur V plus le vecteur U. Comme ça, dans le schéma de la construction de U plus V, hein, on peut commencer par U ou par V. Bon, de toute façon, il suffit de tracer le parallélogramme, hein, et la somme, c'est la diagonale AD. Okay? Donc, on peut commencer par le vecteur, ce qu'on veut dans cette écriture. On dit que la loi plus est commutative. Okay? Et ceci, quels que soient les vecteurs U et V. La somme de trois vecteurs, U plus V plus W. On peut commencer par les vecteurs, ce qu'on veut. On peut commencer par la somme de V et W, hein, et on ajoute cette somme à U. Ou bien, on peut commencer par la somme de U et V, et on ajoute la somme obtenue, le vecteur obtenu à V. Ce qu'on appelle
la propriété d'associativité. On dit que l'addition est associative. Je pense. Je en arabe. Commutative en arabe, c'est tabaduliya. OK? Quel que soit le vecteur U plus le vecteur nul, c'est le vecteur nul plus U, c'est le vecteur U. On dit que le vecteur nul est l'élément neutre de l'addition. L'élément neutre du plan ou de l'espace pour la loi plus, pour l'addition. Unsur muhaïd, pour la somme. Okay? Chaque vecteur U admet un opposé, ou un symétrique aussi. Chaque vecteur U admet un opposé unique, noté moins U, qui est défini par ceci. U plus le vecteur pour son symétrique, plus son symétrique moins U est égal à son symétrique moins U plus U est toujours égal à 0. Donc le symétrique de U, c'est le vecteur V, si vous voulez, de telle manière que si on l'ajoute à U, on obtient le vecteur nul. Et il est unique. C'est le représenter facilement. Il a la même direction que U, le sens opposé de U, il a la même longueur, la même norme que U. Pour tout nombre réel A, et pour tout vecteur U et V dans le plan, dans l'espace, A point U plus V, c'est-à-dire le vecteur U plus V multiplié par le réel A, c'est le vecteur U multiplié par le réel A plus le vecteur V multiplié par le réel A. Donc multiplier la somme par A, ça revient à multiplier U par A et V par A et faire la somme. OK? De même ici, si on a deux réels quelconques A et B et un vecteur quelconque U, alors on a A plus B point U égale A point U plus B point U. Donc multiplier le vecteur U par la somme A plus B, ça revient à multiplier U par A et U par B, puis faire la somme. Pour deux réels A et B quelconques, et pour un vecteur quelconque U, on a le vecteur B point U, bon ça c'est la multiplication du vecteur U par B, c'est un vecteur bien sûr, du plan de l'espace. Donc le vecteur BU multiplié par A, c'est le vecteur U multiplié par AB. Donc multiplier le vecteur U par le produit AB, ça revient à multiplier le vecteur U par B, puis multiplier le vecteur obtenu par A. Dernière propriété, 1 point U égale U. C'est-à-dire si on multiplie le vecteur U par 1, par le nombre réel 1, on obtient le vecteur U. Donc ce sont des propriétés que vous avez étudiées au lycée, que vous avez utilisées largement. Ils sont au total 8 propriétés. Ces 8 propriétés définissaient la structure vectorielle du plan vectoriel, respectivement, de l'espace vectoriel, le fada al-muttaji. Mustawa al-muttaji, le fada al-muttaji. Ce sont ces propriétés-là qui vont nous permettre de définir, énoncer, si vous voulez, la définition générale de l'espace vectoriel. Ce sont des propriétés que vous connaissez déjà et que vous avez utilisées largement au lycée. Remarque, moins 1 point U, c'est-à-dire le produit du vecteur U par le réel moins 1. C'est l'opposé, il coïncide avec l'opposé de U. On obtient ce vecteur de deux manières différentes ici. Ici, c'est l'opposé de U, et là, c'est le produit de U par le réel moins 1. Elles coïncident. Okay? On verra plus loin que dans certains cas, on peut multiplier un vecteur par un nombre complexe, ce qu'on appelle les espaces vectoriels, qu'on appellera les espaces vectoriels complexes. Passons maintenant à la structure générale d'espace vectoriel. Donc pour cela, on considère un ensemble non vide et K égale R ou C. K, c'est toujours dans tout ce cours, dans le cours d'algèbre 2, K c'est R ou C. Donc soit E un ensemble non vide et K égale R ou C. Loi de composition interne, dans le cas général. Une loi de composition interne sur E, sur l'ensemble E, E est un ensemble quelconque. Donc une loi de composition interne sur E est une application de E croix E vers E. LCI. Attention, E ici, ce n'est pas le plan vectoriel ou l'espace vectoriel, c'est un ensemble quelconque, un ensemble non vide quelconque.
Donc, une loi de composition interne sur E est une application de E croix E vers E. SC. C'est-à-dire, si on compose deux éléments x, y de E, on obtient un élément de E. Si je prends un couple x, y ici, x appartient à E, y appartient à E, on obtient par cette application le composé qu'on note souvent x étoile y, x t y, x truc y, x plus y, x multiplié par y, et ainsi de suite, qui appartient à E. Donc, une loi de composition interne est souvent notée comme ça. Mais la notation qu'on va adopter dans toute la suite, c'est celle-là, c'est plus. Okay? Même si on a plusieurs espaces vectoriels. Okay? On va utiliser la même loi pour tous les espaces vectoriels. La même notation, la loi plus. Ça, ce n'est pas un problème. Hein, on peut distinguer les espaces facilement. Il suffit de regarder les éléments, les vecteurs, qu'on appelle les vecteurs. Exemple. Premier exemple, je prends E égale Kn. N appartient à une étoile. Kn, c'est K, croix K, des points, croix K, N fois. Par exemple, K2, c'est K, croix K. K3, c'est K, croix K, croix K. Bon, si K égale R, par exemple, vous avez R3, c'est R, croix R. C'est l'ensemble des triplés, X, Y, Z. C'est que X et Y et Z appartiennent à R. Donc, par exemple, pour C3, c'est l'ensemble des triplés X, Y, Z, avec X, Y, Z appartiennent à C. Ce sont des nombres complexes. Okay? R2, c'est l'ensemble des couples X, Y. C2, c'est l'ensemble des couples X, Y, tel que X appartient à C, Y appartient à C. Bon, on définit la somme de deux éléments de Kn par, je prends un élément de Kn, c'est un nuplet, hein, X1, X2, Xn appartiennent à K, ce sont des éléments de K, plus le nuplet Y1, Y2, Yn, bon, par définition, c'est X1 plus Y1, virgule, X2 plus Y2, X3 plus Y3 jusqu'à Xn plus Yn. Donc, on compose ici deux éléments de Kn et on obtient un élément de Kn. Donc, il s'agit bien d'une loi de composition interne. Il suffit de le faire pour les couples, par exemple. X1, X2 plus Y1, Y2. C'est X1 plus Y1, c'est le couple X1 plus Y1, virgule, Y1 plus Y2. X1 plus Y1, X2 plus Y2, pardon. C'est le couple X1 plus Y1, virgule, Y1 plus Y2. Il s'agit bien d'une loi de composition interne sur Kn. Deuxième exemple, ce sont des exemples très intéressants, très utiles pour la suite. Donc, soit I un intervalle non vide de R. Et E, notre F de IR, c'est l'ensemble des fonctions définies de I vers R. OK? Le domaine de définition, si vous voulez, c'est I. Les fonctions sont définies sur I tout entier. E, c'est l'ensemble des fonctions définies de I vers R. Toutes les fonctions définies de I vers R. Donc, soit F de I vers R et G de I vers R, deux éléments de E, c'est-à-dire deux fonctions définies sur I. La somme F plus G, la somme des deux fonctions F plus G, de F et G, bien sûr, et la fonction qui est définie, qu'on note bien sûr F plus G, définie de I vers R, c'est une fonction qui est définie de même nature. Les deux éléments ici sont de même nature, et la somme est de même nature aussi. Donc, c'est une fonction de I vers R définie par F plus G de X égale F de X plus G de X, quel que soit X appartient à I. C'est-à-dire que l'image de X par cette nouvelle fonction, par la fonction F plus G, c'est l'image de X par F plus l'image de X par G. Bon, attention ici, le plus ici, hein, c'est l'addition dans cet espace qu'on vient de définir, dans F de IR. Parce que se trouve entre deux fonctions. Regardez, F et G, ce sont deux éléments de E. Donc ça, c'est plus, c'est l'addition de E. Par contre, ici, vous avez F de X, c'est un nombre réel. Parce que F de X appartient à R. G de X appartient à R. Donc ça, c'est l'addition de l'ensemble R que vous connaissez depuis le lycée. Attention, ce n'est pas la même loi ici. Là, c'est la loi plus de cet espace. Parce qu'il est placé entre deux éléments de E. Par contre, ici, c'est la loi plus que vous connaissez. C'est l'addition habituelle, usuelle de R. Okay? Parce qu'il se trouve entre deux nombres réels, F de X et G de X. Donc, on a utilisé la même notation, mais ce n'est pas gênant. Parce qu'on peut les distinguer facilement. Il suffit de regarder les éléments. Là, vous avez deux nombres réels, donc c'est la loi plus, c'est l'addition de R. Là, vous avez deux fonctions, donc c'est la loi plus de cet espace. Qu'on vient de définir, bien sûr. C'est cette fonction-là, F plus G.
Donc, F plus, on a composé deux éléments de E et on a trouvé un élément de E. Donc, il s'agit bien d'une loi de composition interne. Troisième exemple. E égale Kx. L'ensemble des polynômes à coefficient d'un K. Si P et Q appartiennent à K de X, deux polynômes à coefficient d'un K, la somme P plus Q de P et Q et le polynôme de K de X, défini, il n'y a pas de E ici, défini par P plus Q de X égale P de X plus Q de X. Il suffit d'ajouter les termes, terme à terme. Si par exemple P égale A0 plus A1X plus ANXN et Q égale B0 plus B1X plus BNXN, qu'est-ce qu'on fait? Pour la somme, c'est A0 plus B0, A1X, A1 plus B1 facteur de X, A2 plus B2 facteur de X carré, et ainsi de suite. Il s'agit bien, bon, on compose deux éléments, on compose deux éléments de K de X et on trouve un élément de K de X. Il s'agit bien d'une loi de composition interne. E égale MN de K. L'ensemble des matrices à M ligne, N colonnes à coefficient d'un K. Okay? L'ensemble des matrices à M ligne et N colonnes et à coefficient d'un K. Donc, soit A et B, deux éléments de E, c'est-à-dire deux matrices à M ligne et N colonnes à coefficient d'un K. Notez comme ça, A, I, J. A, I, J, c'est le terme, si vous voulez, qui appartient à la IM ligne et la JM colonne de la matrice. Là, vous avez M ligne et N colonne. Donc, A, I, J, c'est le terme qui appartient, c'est l'intersection, si vous voulez, de la IM ligne et de la JM colonne. Même chose ici, B, I, J, c'est le terme qui appartient à la IM ligne et la JM colonne de la matrice B. Donc, par définition, la matrice A plus B, bon, il suffit d'ajouter terme à terme. Hein? A11 plus B11, A12 plus B12, A21 par exemple, plus B21, et ainsi de suite. Donc, la matrice A plus B, A et B, et la matrice A plus B égale CIJ, définie par CIJ, c'est AIJ plus BIJ. Donc, le terme de la IM ligne, JM colonne de cette matrice, c'est le terme de la IM ligne de la JM colonne de la matrice A, plus le terme de la IM ligne JM colonne de la matrice B. Et ceci, bien sûr, quel que soit I, quel que soit J. Donc, on compose deux matrices, deux éléments de E, et on obtient un élément de E. Donc, il s'agit bien d'une loi de composition interne dans E. Voilà, je suis obligé d'arrêter ici. Je ferai la suite dans la seconde vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.